Les vraies voix, Frédéric Brindel. Vous êtes prêts ? On commence le premier débat, 0826 300 300 si vous voulez intervenir. Et puis surtout, vous répondez à la question sur le compte Twitter ou Facebook de Sud Radio. La France a-t-elle les moyens d'agir contre le réchauffement climatique ? La première ministre Elisabeth Borne a réuni ce matin à Matignon les ministres de son gouvernement. Elle a transmis à chacun sa feuille de route. L'urgence climatique sera centrale et tous les ministres devront participer à la planification écologique. Bon, la question qu'on vous pose, la France a-t-elle les moyens d'agir contre le réchauffement climatique, sous-entendu, c'est seul. On peut tout faire, ce qu'on veut. Est-ce qu'avec nos seuls efforts, nous pourrons trouver la solution ? Parlons-en avec bien sûr nos trois vraies voix. Je vous rappelle qu'il s'agit de Philippe Bilger, de Céline Revel-Dumas et d'Isabelle Marchandier. Et notre grand témoin est François Gémen, professeur géopolitique de l'environnement et auteur principal pour le GIEC. Bonsoir François Gémen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand je pose cette question, alors qui est un petit peu provocatrice, c'est-à-dire est-ce que tout seul, sous-entendu, est-ce que ça vaut le coup que nous, les Français, on se batte à fond pour ? Mais déjà, c'est chaque petite pierre, on est d'accord, qui s'ajoute à d'autres petites pierres. Il faut bien comprendre que c'est un problème graduel, c'est pas un problème binaire. Et donc chaque dixième de degré fait une différence, chaque tonne de CO2 qui n'est pas envoyée dans l'atmosphère fait une différence. Cela étant, il est certain qu'aucun pays, à lui tout seul, n'a les moyens de lutter efficacement contre le changement climatique. C'est par nature un problème global qui demande une coopération internationale. Alors, première réaction et peut-être première question de Philippe Bilger. Monsieur le professeur, justement, est-ce que n'avez-vous pas l'impression que le fait de dire que sur le plan national, l'action écologique est difficile, voire impossible, est un peu une excuse pour les États ? Est-ce qu'au fond, le risque, ça n'est pas qu'ils justifient une passivité en disant que le plan européen est le seul important, et comme peut-être même ce registre-là ne va pas assez vite, est-ce qu'on n'est pas condamné à une forme d'inefficacité ? François Gémen. Absolument, c'est toute la difficulté de la négociation aujourd'hui, c'est que comme il y a 197 pays, chaque pays peut évidemment trouver une excuse pour considérer que le pays d'à côté est plus responsable, que ça serait d'abord au pays d'à côté d'agir plutôt qu'à lui. Et il est certain que si on décompose le problème climatique en 197 sources d'émissions, évidemment certains pays sont plus responsables que d'autres, mais chaque pays se retrouve avec une petite responsabilité. Et donc il y a une logique du passager clandestin très très forte, c'est-à-dire que chaque pays va souvent essayer de profiter des efforts des autres sans engager un effort lui-même. Bon, on rappelle, François Gémen, que le G7 Climat a débuté hier et pour 2 jours à Berlin, les ministres de l'énergie et de l'environnement des grandes puissances du monde. Bon, alors évidemment, derrière, il y a l'engagement à limiter le réchauffement climatique de 1,5 degré. On est loin du compte pour l'instant, nous sommes d'accord. On est très très loin du compte, soyons clairs, 1,5 degré, nous y serons quoi qu'il arrive vers 2035. Aujourd'hui, on est à 1,1 degré. Et donc, même si nous arrêtions aujourd'hui toutes nos émissions de gaz à effet de serre, nous arriverions de toute façon à 1,5 degré d'ici une douzaine ou une quinzaine d'années. Pour tenir cet objectif de 1,5 degré, il faudrait aller retirer du carbone dans l'atmosphère, c'est-à-dire aller retirer du carbone qui est déjà émis. Aujourd'hui, cet objectif de 1,5 degré, il faut dire la vérité aux auditeurs, c'est un objectif qui est essentiellement abstrait et théorique. Alors évidemment, il faut tendre vers cet objectif, mais c'est un peu comme dire il faut 0 SDF dans nos rues. Effectivement, c'est un objectif très louable, mais chacun sait bien que quoi qu'on fasse, même avec les plans sociaux les plus ambitieux, il restera toujours quelques SDF. Céline Revel-Dumas. Oui, alors je vais quand même relever ce que vient de dire notre interlocuteur, parce que Emmanuel Macron avait promis avant sa première élection qu'il n'y aurait plus de SDF dans la rue s'il était élu. Alors c'est vrai que ça ne rend pas très optimiste pour ces projets climat. Elisabeth Borne a donné effectivement 3 urgences qui sont le pouvoir d'achat, la santé et le climat. Mais non, on ne pourra pas faire ça tout seul. D'ailleurs, votre invité l'a très bien dit aujourd'hui. François Gémen, ouais. Oui, François Gémen. Donc le problème se
se pose surtout au niveau des pays les plus pollueurs, effectivement, parce que la Chine, l'Inde et les États-Unis n'ont pas l'air d'une coopération. Finalement, nous sommes un peu les David contre Goliath, avec nos belles idées, nos belles intentions, et finalement, peu de moyens à mettre en œuvre. C'est la première fois que le G7 se met d'accord sur une telle décision, qui est une décision sociétale. C'est un premier pas, mais c'est un premier pas qui arrive mais terriblement en retard. On est dans une situation d'urgence. Et Jacques Chirac l'avait déjà dit à l'époque, la maison brûle, la maison a brûlé. Alors derrière vos propos, je sens ce petit malaise qu'on a nous, bien français, c'est-à-dire qu'on a effectivement des exigences écologiques qui sont le résultat d'une écologie punitive. Et finalement, les uns et les autres se disent, alors nous on est punis parce qu'on va payer une taxe carbone, on va payer... Et c'est peut-être cette écologie punitive qui n'incite pas à se lancer dans le combat. Vous le ressentez, vous, François Gémen, d'un point de vue purement français? Oui, bien sûr, on sent qu'il y a toute une série d'obstacles très forts dans la population, mais je crois utile de rappeler que ce qui est véritablement punitif aujourd'hui, c'est avant tout les impacts du changement climatique, les sécheresses qui vont toucher les agriculteurs, la hausse du niveau des mers qui va toucher les infrastructures et les habitations sur les côtes, et toute une série d'autres impacts du changement climatique. Là est la vraie punition. Maintenant, il est certain que nous avons, en tant que pays industrialisés, une certaine forme de responsabilité historique, et il est facile de dire aujourd'hui, bon, c'est la faute de la Chine, c'est la faute de l'Inde, mais nous ne devons pas oublier que tout notre développement et toutes nos démocraties aussi, c'est largement inscrite dans l'exploitation des énergies fossiles. C'est-à-dire que c'est un problème que nous avons largement créé, et aujourd'hui nous n'avons évidemment aucune légitimité morale à dire à la Chine, à l'Inde, ou demain à l'Indonésie, au Mexique ou à l'Égypte, vous n'allez pas vous développer en utilisant les énergies fossiles comme nous l'avons fait. Isabelle Marchandier, est-ce que vous pensez que nous sommes de bons élèves, les Français? Écoutez, j'ai l'impression que c'est quand même très compliqué. Enfin, j'ai l'impression que ces engagements vont fondre comme neige au soleil face au principe de réalité qui est la guerre en Ukraine. Je veux dire, enfin, c'est bien beau de dire il faut sauver la planète, le climat, mais il y a le pouvoir d'achat. Ça reste quand même un objectif à long terme. J'entends bien, mais sur le principe de réalité, c'est comment les Français vont pouvoir se chauffer cet hiver. Les Allemands sont hyper vertueux au niveau écologique. Ils ont renoncé à le nucléaire. Bon, ils s'en mordent les doigts. Et ils ne renoncent pas à l'achat du gaz russe. Donc moi, j'entends bien qu'il faut sauver le climat, les baleines et tout ce qu'on veut, mais si c'est au détriment du pouvoir d'achat de la France qui roule toujours en diesel et qui veulent continuer à intégrer les centres-villes, parce que c'est ce qui se passe, c'est qu'on va évincer les gens qui ont des vieilles voitures qui roulent au diesel. Et puis moi, j'aimerais bien comprendre comment on peut sauver la planète. Enfin, à quoi bon sauver la Terre si c'est pour enlaidir cette Terre? Parce que les moyens engagés comme les éoliennes, je suis désolée, mais c'est inutile, inefficace, et ça détruit le paysage français. Céline, réaction à Isabelle. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura toujours des problèmes qui se succéderont, qui sont les problèmes de l'actualité, les problèmes de diplomatie, les problèmes nombreux. Et il y a des objectifs à long terme, dont une urgence climatique qu'on ne peut plus ignorer et qui ne fera que s'accentuer si on ne réagit pas. Je crois qu'on est quand même capable de gérer plusieurs problèmes en même temps, et que certes, il va falloir régler ce problème de l'énergie actuelle ad hoc pour la guerre en Ukraine, mais que ça va se faire aussi dans le cadre d'une évolution à long terme qui va servir également l'évolution écologique. Que l'électricité pour le moment ne soit pas une solution, je veux bien le croire, parce qu'effectivement elle n'est pas décarbonée, que les éoliennes enlaidissent nos paysages, ça c'est sûr, mais il n'empêche qu'il va falloir trouver une solution quelle qu'elle soit. Oui, mais j'ai juste l'impression que les solutions mises en place sont quand même à l'encontre total de la nature. Il va falloir continuer à chercher. Il y a une artificialisation. Les écologistes mettent en place une artificialisation des sols avec l'éolienne. Ils sont pour une viande de synthèse pour lutter contre l'élevage intensif. Enfin, pour moi, c'est des. Là, pour le moment, la lutte, elle se fait principalement sur l'émission des gaz à effet de serre. Au niveau des pays, au niveau international et des accords internationaux, c'est là-dessus que ça joue principalement. Les questions de l'élevage sont
plus annexe, on va dire. Avant de retourner voir François Gémen, Philippe Bilger, vous tranchez, cher Je voudrais maître? lui poser une question à François Gémen. Ouais. Quand on pourra. Je peux la poser maintenant. Je voulais que vous tranchiez sur ce beau face-à-face entre Céline et Isabelle. Je suis incapable de trancher ce débat purement féminin, mais je voudrais poser une question à François Gémen. Allons-y. Comment expliquez-vous, au fond, qu'il n'y ait pas une vraie passion, un véritable intérêt pour tout ce qui justifie qu'on réforme sur le plan écologique? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que c'est des problèmes qui sont à très long terme et qui ne nous intéressent pas directement? Est-ce que vous avez ce sentiment que le citoyen d'aujourd'hui a du mal à se passionner pour une cause dont il ne sent pas l'immédiateté dans sa propre vie? François Gémen. Absolument. Je pense qu'un gros problème, c'est qu'effectivement, les citoyens perçoivent encore largement la lutte contre le changement climatique comme une cause un peu distante, mais qui n'affecte pas et qui ne mobilise pas leurs intérêts immédiats. Et donc, il y a une conscience, je dirais, assez généralisée, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut lutter contre le changement climatique, mais je pense que beaucoup ne réalisent pas du tout ce que ça implique et à quel point leurs intérêts sont mis en jeu, et donc considèrent ça un peu comme une cause qui, effectivement, ne parvient pas à passer devant leurs intérêts immédiats, comme le pouvoir d'achat dont on vient de parler. Or, je crois qu'il est très important de rappeler que ce qui est en jeu ici, c'est pas la Terre et la nature. La nature se fiche éperdument du changement climatique. La Terre se fiche éperdument du changement climatique. Ce qui est en cause, ce sont nos capacités d'habiter la Terre, et en particulier les capacités pour les plus pauvres et les plus vulnérables à habiter la Terre. Et donc, il faut pouvoir aujourd'hui mobiliser toute une série de solutions, dont les éoliennes. Alors on peut discuter de savoir si esthétiquement c'est joli ou c'est pas joli. Moi je trouve ça plutôt joli. Je conçois que d'autres trouvent pas ça très joli. Ouais, les lignes haute tension, c'est pas très joli non plus. Non plus. Non. Ouais. Et ce que je voulais dire et qui me paraît vraiment important ici, c'est que la guerre en Ukraine, bien sûr, va avoir un gros impact. Mais si on se retrouve dans cette situation de dépendance et de faiblesse vis-à-vis de Vladimir Poutine, si on l'a laissé envahir la Tchétchénie, le Donbass, annexer la Crimée, empoisonner ses opposants politiques, c'est aussi parce que nous étions dépendants de lui et dépendants du gaz et du pétrole russe. Si nous avions engagé la transition énergétique il y a 20 ou 30 ans, nous ne serions pas dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, si on ne le fait pas pour le climat, faisons-le au moins pour des questions de paix et de stabilité. Alors, les auditeurs de Sud Radio, là, vous participez en ce moment à la petite consultation. Notre question, donc, la France a-t-elle les moyens d'agir contre le réchauffement climatique? Vous dites oui à 27%, sous-entendu, donc non, enfin c'est écrit aussi, non à 73%. Il y a ce sentiment d'impuissance. Et je reviens sur ce que disait Isabelle Marchandier. Les mines de charbon pourraient fonctionner à plein régime de nouveau. Elles sont émettrices de CO2. Ça, c'est la problématique du moment. Alors, quand c'est un gros risque immédiat, oui. Ouais, c'est un gros risque. Alors, j'aimerais aussi, parce que Céline Revel-Dumas en a parlé, d'autres pays, rappeler que l'Afrique, en ce moment, met la pression sur les pays riches pour le financement de l'exploitation d'énergie fossile. Sous-entendu, donc, il y a les accords de Paris, mais on ne peut pas aller au même rythme que vous. Essayez d'adapter pour que nous, on puisse faire notre transition énergétique qui sera forcément plus longue. Qu'en pensez-vous, François Gémen ? Tous les pays, très clairement, ne partent pas de la même ligne de départ. Et donc, il faut trouver, au niveau international, une forme d'accord équitable qui permet aux objectifs des uns d'être alignés sur les objectifs des autres. Et le problème, c'est que ces objectifs ressemblent de plus en plus à des résolutions de nouvel an, c'est-à-dire des choses qu'on promet dans l'euphorie de l'instant et qu'on oublie dès le lendemain, mais qu'il faut aussi, à l'intérieur d'un même pays, veiller à ce que les politiques climatiques soient aussi des politiques qui soient justes socialement. Et pendant très longtemps, on n'a pas suffisamment considéré cette question sociale quand on met en place des mesures environnementales. On les a considérées comme des mesures un peu techniques ou des mesures d'experts. Et aujourd'hui, on voit bien la nécessité d'articuler les politiques environnementales avec les politiques sociales, sinon elles seront perçues comme injustes. Ouais. Céline Revel-Dumas, sur ces pays-là motivés, c'est un peu peine perdue, non ? Ces pays, effectivement, c'est difficile, mais j'ai l'impression aussi que pour revenir quand même sur cette mobilisation, cette conscience-là pour le climat, est-ce que c'est pas aussi une question de génération? Moi, je vois des jeunes de moins de 25 ans, même de moins de 30 ans, qui sont
extrêmement vigilants sur cette question-là. D'ailleurs, les partis écologistes recrutent énormément de militants sur ce sujet précisément. Forcément, ils sont écologistes, mais ils recrutent énormément de jeunes, énormément aussi de personnes à haut revenu. Enfin, il y a toute une frange des populations qui s'hyper mobilisent sur ces sujets-là. Donc peut-être qu'on peut être optimiste dans le sens où les années allant, les mobilisations et l'opinion publique va faire de plus en plus pression sur le politique. Isabelle Marchandier, c'est une question de génération ? Ah bah oui, je pense clairement, puisqu'on ne cesse de dire aux jeunes générations que l'histoire de France est raciste, néocolonialiste, on cultive la haine de notre civilisation. Donc les jeunes se rabattent sur la nature, qui est neutre. Enfin, je veux dire, Gaïa, voilà, elle n'est pas un parti pris politique. Donc ils valorisent cette nature complètement déshistorisée, puisque, comme dit Régis Debray, on entre dans le siècle vert où, ça c'est plutôt positif alors. Non, je pense pas. Moi, je suis pour une écologie conservatrice, c'est-à-dire qui permette de pas enlaidir le monde dans lequel on vit et qui permette de pas détruire l'histoire. Mais de préserver la couche d'ozone aussi. Oui, mais on peut le faire sans effectivement avoir ces éoliennes qui sont encore une fois inefficaces pour lutter contre le réchauffement climatique. Elles produisent pas assez d'énergie et elles sont dépendantes du vent et elles bousillent le paysage. C'est pas que les éoliennes, hein, le projet. Oui, mais bien sûr, mais bon, c'est quand même symptomatique. Il y a quand même un projet écologique qui est... Alors ça tourne autour du nucléaire, oui ou non pour le nucléaire ? Moi, je suis pour le nucléaire. Je suis pour, c'est une énergie plutôt propre. Il faut. C'est pas propre le nucléaire, mais c'est moins. Bérénice Levet a dit des choses très justes sur l'écologie conservatrice. Oui, elle rappelle fort justement que la montagne Sainte-Geneviève est défigurée, défigurée à cause des éoliennes. Et l'écologie, je pense, a été quand même assez perturbée par l'antispécisme, qui quand même est ravage. Enfin, je veux dire, quand il y a la maire de Strasbourg qui change le vocable, on ne doit plus dire animaux nuisibles, mais comment on s'appelle, liminaires, enfin pour changer le regard sur les animaux. Quand la mairie de Paris empêche les lapins, les chasseurs ne peuvent pas. Je comprends, Isabelle Marchandier. Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, ça va à l'encontre du réel. Voilà. En fait, c'est une action globale que vous fustigez parce qu'elle ne correspond pas politiquement à ce qui vous semble prédominant. Avant de conclure, juste un mot. Merci François Gémen, bien sûr, d'avoir été avec nous. Une conclusion, Philippe Bilger ? Mais moi, je suis un profane, un amateur dans le domaine écologique, mais même quand on ne connaît pas bien ce problème, on constate au quotidien qu'il y a des difficultés, des bouleversements que même l'intuition immédiate fait percevoir. Alors il faut tenter vraiment, je rejoins ce qu'a dit Isabelle, je crois que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Oui, elle alors doit ça, fonder sur un réel. Oui. Comme disait Attali, quand c'est pas de droite et pas de gauche, c'est que c'est de droite. Non, c'est Alain qui disait ça. C'est Attali qui l'a repris. On vous mettra d'accord. Merci Attali, François Gémen, professeur géopolitique de l'environnement et auteur principal pour le GIEC. Je pense que ce débat vous a fait réagir, vous, cher François Gémen. En tout cas, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que on est derrière vous pour cette mobilisation que vous portez si bien, avec des mots simples et non politisés pour le coup. Ouais. Et ça peut mettre tout le monde d'accord. Merci François Gémen. Tout le monde est important. Merci beaucoup. Oui, voilà, c'est ça, très important. Allez, dans un instant, on parle, justement, parce qu'on sentait bien derrière tout cela, on parle politique à venir.